renforts fournis par ce dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce lundi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin pour le décryptage de l'information. Et comme j'aime souvent le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque nous sommes un lundi matin et que la semaine vient juste de commencer, on sait pertinemment que ce fut très dur pour vous peut-être au cours du week-end. On espère tout simplement que tout ira pour le mieux en cette nouvelle semaine qui va démarrer. Bien. Bonjour Alain Dior, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous les téléspectateurs de ce matin. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé et même du côté de Bolowa. Du côté de Bolowa, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, bien, très bien. D'accord. Ravi pour vous. Hein. Je vous vois d'ailleurs très en forme ce matin. J'espère tout simplement que tu ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Absolument. Ben, il nous a rejoint, hein, l'homme de Jacquerie. Magavenachus, good morning, welcome. Steve, good morning and good morning to our viewers. You know, it's always a pleasure to come back. How are you? We thank God I'm fine. J'espère que ça va maintenant. I hope that from now. Il faut être très positif, hein, Magavenachus, il faut toujours rester positif. Steve, finalement, peut-être parce que vous êtes négatif que finalement vous êtes quand même malade. Hein. Steve, life is not, you know, you cannot predict life. Oui, on le sait. You know, you always have on est obligé de plonger là-dedans en tout cas. You always have both sides of life. When you get into life with both notion that you can and you cannot, you approach it. But if you are too positive, it becomes a problem. Pour quelqu'un qui a fait philosophie, ça me fait peur. Parce que je sais pertinemment une chose, c'est qu'il faut être toujours positif, il faut toujours rester positif. Ne vous inquiétez surtout pas, peu importe que ça aille très mal, il faut rester toujours positif. Mesdames, Messieurs, voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Magavenachus. For this Monday, 27th of July 2020, the Post newspaper informs us that new measures aimed at keeping the city of Limbe clean have gone operational with the institution of a 300,000 francs CFA burial tax in the city. This was instituted by the city mayor Motanga while promising to dispatch more bulldozers for demolition, even as widows and IDPs cry for help. All this, he says, cleanliness is a priority for the city of Limbe. Then on page 9, after the Yaoundé Treasury fire incident, Finance Minister assures Cameroonians that salaries won't be affected. Then talking of the Cameco saga, the paper asks a question on page 5 if the Yaoundé Mafia Group will frustrate another presidential privatization attempt. And on this sad note, government, bishops, and thousands of Cameroonians pay last respect to Chief Nkemayang, who was laid to rest over the weekend. We take the Sun newspaper that has their main paper this morning talking of the fire consuming Yaoundé General Treasury, but Finance Minister Motaze allays fears. Then talking about the city of Limbe, the paper says Limbe City Board makes compound burial payable. The city mayor says Mondays must become effective working days while bulldozers and caterpillars to be back on the streets. In education, the paper tells us on page 6 that the Meme Basic Education Delegate resurfaces a large 11 million francs CFA missing fund. The Guardian Post newspaper equally talks of the fire incident at the Yaoundé General Treasury, with the Finance Minister saying there is no cause for alarm. Then in Kribi, a divisional officer is arrested for allegedly killing his girlfriend. And over in the far north region, the paper tells us that floods in the Tsanagama division kills 4 soldiers. We take the News Watch newspaper with focus on resolving the armed conflict in the northwest and southwest region, says Chief Dr. Joseph Dion Ngute
is Biya's peacemaker-in-chief. We have details on page 3. Then on the scandal at the telecoms regulator, the paper says, Libom Lilikeng fingers Justin Difo. And fighting against COVID-19 pandemic in the northwest region, the governor of the region seals popular snake bars and reinforces safety measures. Steve, out of Cameroon, we go over to east of Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe that informs us that the Air Zimbabwe Boeing 767-200 that was stuck in Bangkok to undergo an engine change is now back in service, collecting stranded South Africans and Zimbabweans to bring them back home. In next door Nigeria, the Vanguard newspaper informs us that the Nigerian Minister of Transport, chieftaincy of the PDP party, in an interview says there is need for Southeast geopolitical zone to produce the next president of Nigeria in 2023, as this will show some sign of fair play, justice, and equity in Nigeria politics. Out of Africa, the Times newspaper in Britain informs us that there are frantic rush to cancel foreign trips as holidays are in turmoil in Britain, given that quarantine has been reimposed. Steve, these are some of the information that we could lay hands on. Merci pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite ce matin. Malgré la pluie, en tout cas, vous êtes là ce matin. On va également retenir que du côté du Zimbabwe, les choses commencent à rentrer dans l'ordre avec Air Zim qui a récupéré justement son Boeing 737 qui est rentré justement en service, nous disent nos confrères, du côté du Zimbabwe ce matin. Pendant ce temps, nous, on souffre du côté ici avec Amerco. Why they are privatizing us? Non, ce n'est pas le sujet. Ce matin, ça, il faut le préciser également. On ne va pas également oublier que le Guardian Post note également autre chose ce matin avec, le dire, le ministre des Finances qui nous fait savoir qu'il n'y a pas eu de cause, en tout cas, dans l'incendie qui a frappé d'ailleurs la trésorerie générale du côté de Yaoundé. Allez savoir justement ce qui se cache. D'ailleurs, quelqu'un quelque part a déclaré, ou alors un journal a déclaré ce matin, à qui profite le crime. Allons d'ailleurs pour le savoir en langue française avec Alain Diok ce matin. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse justement au fonds spécial Covid-19 avec la répartition qui est donc faite, nous dit le journal. Un décret d'ailleurs du Premier ministre signé le 22 juillet dernier fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre le Covid-19 et dans la gestion de ses répercussions. Le journal indique que ce texte a été suivi par une circulaire du ministre des Finances, le tout pour garantir la transparence. À lire en page 18, le quotidien Capitaux Publics informe que les candidats de série C, D et TI composeront à nouveau en physique, chimie, sciences de la vie et de la terre le 4 et 3 août prochain. Mutation parlait justement de baccalauréat 2020 à Volo pour indiquer justement la décision du ministre de l'enseignement secondaire suite aux fuites de preuves enregistrées dans les filières scientifiques. Le journal indique que le ministre vient donc en sapeur-pompier. Le quotidien de l'économie indique que le Cameroun est en récession selon une étude commandée par le GICAM qui présente la réalité d'une économie en détresse. Une rencontre entre le Premier ministre et les secteurs privés est prévue cette semaine pour entrevoir justement les pistes de relance. Le quotidien Le Messager pense d'ailleurs que les entreprises sont au bord de la faillite. Victime des conséquences désastreuses de la pandémie, l'économie camerounaise est sous assistance respiratoire. Dans le journal, le cri de détresse du patronat camerounais. Le journal essentiel du Cameroun titre « Soupçonnavirus ». La communication barrière, le journal évoque l'argent du Covid-19 qui alimente justement les convoitises et crée la soupçonnite. Les accusations de détournement fleurissent. Le Premier ministre engage une opération de transparence, nous dit le journal. Pour le journal d'ailleurs, le gouvernement veut mettre fin à la rumeur. Le Premier ministre dévoile la répartition des 180 milliards de francs CFA du fonds spécial. L'usage d'argent sera contrôlé et évalué, nous dit
le journal. Pour le journal et Singan, le Premier ministre siffle la fin de la gabégie en sa qualité d'ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale du Covid-19 en recettes et en dépenses. Le ministre des Finances établit justement le circuit des décaissements. À lire dans les colonnes du même journal, spoliation des terres dans le Mfundi. Les autochtones demandent réparation au Mincave. L'arrivée de Camtel inquiète la concurrence dans la téléphonie mobile, titre le magazine Défi Actuel qui indique que les opérateurs de téléphonie mobile redoutent justement une concurrence déloyale de la part de l'entreprise publique qui a obtenu sa licence gratuitement, un privilège pourtant reconnu aux opérateurs historiques à travers le monde, nous dit le journal. Éco Matin parle donc du commerce illicite du tabac et le double jeu des multinationales au Cameroun, alors que les cigarettiers se posent donc en victime et ça positionne en partenaire du gouvernement dans la lutte contre le fléau. Un rapport documenté montre qu'ils sont plutôt des instigateurs et les premiers bénéficiaires du phénomène qui a fait perdre à l'État, selon le ministre du Commerce, 10 milliards de francs CFA pour la seule année 2018 en termes de recettes fiscales non recouvrées. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui indiquent que l'état d'urgence est de nouveau prorogé de 20 jours. Selon le journal, le gouvernement a prorogé au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue le 24 juillet à Brazzaville de 20 jours à compter du 30 juillet l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu est ramené de 20h à 5h du matin. En Air de Congo, le courrier de Kinshasa titre pas de relâchement dans la réponse contre le Covid-19. En effet, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres tenue le 24 juillet a connu l'intervention du ministre de la Santé sur l'évaluation de la pandémie 72 heures après la levée de l'état d'urgence. Direction la France avec le journal Le Monde qui indique que les contrôles aux frontières sont renforcés à l'issue justement d'un conseil de défense. Le Premier ministre a annoncé vouloir durcir les mesures sanitaires au cœur de la haute saison touristique, nous dit le journal Le Monde de ce matin. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui évoque le Grand Prix d'Andalousie. Fabio et Diablo Ouattararo est irrésistible. Le Français a justement dominé la course du début à la fin et commence déjà à songer son titre mondial, nous dit le quotidien sportif, l'équipe de ce matin. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ou sur votre marchand de journaux. Il faut également préciser par ailleurs qu'avec les dépêches de Brazzaville, il y a une information qui est passée inaperçue dans votre revue de presse ce matin. Mike Tyson qui est de retour sur le ring dès le 12 septembre prochain. Oui. Allez, pourquoi? Bon, il faut quand même pas oublier que depuis que Mike Tyson n'est pas justement dans la course à la boxe, ce n'est pas vraiment ce que nous aimions. Il y a pas mal de choses qui ont justement changé. Eh bien, Mike Tyson sera de retour justement à partir du 12 septembre prochain. D'ailleurs, certaines informations, il faut savoir que la légende américaine des poids lourds Mike Tyson remontera sur le ring le 12 septembre prochain pour un combat d'exhibition à Los Angeles contre l'Américain Roy Jones. C'est juste un combat d'exhibition, donc vous ne faites pas surtout d'illusion. Il ne vient pas justement pour combattre, reprendre en tout cas ses titres de WBA et WBC. Messieurs, je me pose également la question. Défi Actuel nous fait savoir que jusqu'à preuve du contraire, Camtel n'avait pas de licence. Oui, vous savez que la licence, celle-là, c'est pour justement opérer comme les autres téléphonies, compagnies de téléphonie mobile, c'est-à-dire faire dans la vente justement, que ce soit des autres services que les autres font, en l'occurrence justement la vente des téléphones portables et le reste. Alors que Camtel, comme opérateur public historique, n'avait pas justement cet agrément. Camtel a vendu ses parts aux autres, bon, je ne vais pas les citer, aux autres compagnies de téléphonie mobile. Non. Et malheureusement, il a vendu ses parts. Non, pas vendre les parts. Il se trouve simplement que les autres compagnies sont là. Quand vous êtes là, il y a
c'est-à-dire l'État a organisé de telle façon que la loi dit que lorsque vous devez être opérateur dans un pays, voilà ce que vous devez faire. Et c'est ce que les compagnies ont fait. Elles ont obtenu. En matière de télécommunications, Alain elles ont obtenu. Non, là, en matière de télécommunications, Alain Diok, c'est la Camtel qui délivre, hein, il faut le dire, ses parts. Jusqu'à preuve de contraire, sur le sol camerounais à 100%, c'est justement Camtel. Steve, I was surprised when I started. Moi, je suis un peu surpris quand vous me disiez un matin que, bon, quand vous voyez là, il n'y avait pas de licence. Steve, oui, mais il y a plusieurs licences. Il y a plusieurs licences. Vous savez qu'il y a aussi, maintenant, ces compagnies sont en train d'opérer comme justement des banques. Vous le savez, non? Oui, oui, on le sait. Bon, alors, il faut également une autre licence. Qui leur a donné justement cette opportunité d'être parce que la première licence ne concernait pas justement ces services-là. Et donc, maintenant, il faudrait également une autre licence. I was surprised when I got this idea of telling us that Camtel has got a license to operate as a mobile telephone network or distributor. I was asking myself, at one time here, we had some telephone, what they call them, city phones. They were mobile phones. Typically for Camtel SIM cards, you could not use it for any other SIM card. They were mobile phones. We had them. We're moving them. They were not fixed. What's the difference between that one and the new license that Camtel has acquired now? And another question is it that Camtel has been operating in illegality? Justement, c'est la question que j'ai besoin de poser. Non, Camtel n'opérait pas dans l'illégalité. C'est différent. C'est peut-être pas dans l'illégalité. C'est quoi dans le problème? Il se trouve que avant, quand Camtel faisait avec... how government will grant license to private operators. Justement, c'est lui qui donne la licence à d'autres compagnies de téléphonie mobile et lui-même il n'a pas de licence. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question de quoi? Je vous dis que Camtel avait des services, n'avait pas ces services avant. Maintenant, pour se procurer ces services, il faut d'abord que ce soit d'abord Camtel, la première entreprise à être légale. C'est-à-dire avoir justement cette licence-là. Ah, okay. So the other three companies that are operating in Cameroon, oui. The other three companies that are operating in Cameroon are illegal. Do they have them? Non, ils ont leur licence. So how can Camtel grant a license to you? Parce que Camtel n'opérait pas ces services. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Really difficult actually. Parce qu'Alain lui-même n'est pas un central. Non, je me coule bien. Vous ne vous entendez pas. Mutation, en tout cas, nous fait savoir ce matin, parlant du baccalauréat 2020 à Volo, pour le dire, hein, des fuites d'épreuves enregistrées dans les filières scientifiques. Le ministre des Enseignements secondaires, eh bien, vient un sapeur-pompier. C'est encore une autre... D'abord, c'est l'eau claire ou bien l'eau sale? Ouais, disons que c'est l'eau sale. C'est l'eau sale. On ne peut pas encourager la tricherie parce que ça, c'est la tricherie. Et vous savez que... apparemment, les personnes qui ont triché vont reprendre l'examen? Ils vont reprendre, absolument, le 3 et 4 août prochain, dans les séries C. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un que je connaissais bien de ma famille qui a triché, qui a fait 3 ans à la maison. Pourquoi aujourd'hui on triche et puis après on dit qu'on va reprendre l'examen? Oui, mais ça dépend de quel ministre est là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par un autre ministre qui est là? Non, quand je dis ça, je veux simplement... Parce que moi, j'avais appris... Ça signifie que tous les enfants doivent tricher, hein, non, pour que l'examen soit repris? Non, j'ai appris que quand le ministre Damjoya était là, à l'époque du ministre Damjoya, c'était que lorsque vous trichez, on vous colle 3 ans. Ça, nous, on n'a pas connu ça. Et donc, mais c'est ça, Damjoya, depuis la nuit des temps. Ne dites pas seulement Damjoya, c'est depuis belle lurette. Bon, ça, je ne sais pas. Steve, mais je pensais... Moi, je vous pose une question. Steve, that exists. That is still existing. Je vous pose une question. That is still existing now. Ceux qui trichaient allaient directement, vous avez 3 ans à la maison. Steve, that is still existing now. C'est différent. Attendez, c'est différent. La différence, c'est que, effectivement, on n'a pas attrapé un élève. On n'a pas attrapé des élèves. Mais on estime que, au vu des copies, c'est-à-dire la ressemblance des copies indique quand même qu'il y a eu l'eau. Puisque les élèves peuvent avoir justement les mêmes réponses. Oui. Là, ça indique quand même, mais c'est un indicateur. Mais ça ne voudrait pas dire, on n'a pas attrapé spécifiquement. Vous n'avez pas eu la bonne information, parce qu'il y a d'ailleurs des images qui circulent d'ailleurs sur les réseaux sociaux ces derniers jours aussi, où des filles parlent d'ailleurs pour dire, on les a fait sortir de la salle. Mais ça sont les images. Steve, when we're talking of exam leakage, let us be clear, let's define the leakage we are talking of. There is exam fraud when they discover that I am sitting here, you are sitting here, he is sitting there. That's what we call sitting plan. From this sitting plan, they identify that the 3 of us, we have identical material. Then there is an indication that
Because three of us cannot all write the same answer. John is going to school, John is going to school, John is going to school. The three answers are the same without any change of phrase. Actually, there's something wrong. Now, but if there is a question where there is, when we're talking of leakage here, it means students had access to exam questions before going into the hall. And where does these exams come from? You cannot tell me that students would decide or by definition... Non, forcément, ça vient de quelqu'un. Of course, there's a leakage from the examination board, either from the central board where the examination comes out from, or from the particular region or particular division where the examination started from. And when they discover that the rate of leakage is much, they will cancel it the whole country, because this other part of the country will not benefit. The level at which we are evaluating them will no longer be the same. They will cancel it for the whole country. Steve, I suffered this when we were writing economics when I was still in upper 6. Economics paper 3 leaked. Oui. We wrote it and we learned that. I wrote it in Bamenda, and we learned that it leaked in Douala, that it leaked in Boya, and they cancelled it even in Bamenda. Non, c'est pas possible. C'est quand même pas possible. The possibility here is, if they allow it, it means those who had access to the exams, they had it easily. You cannot compare them now with those who studied normally. So what they should do is cancel the whole exams, and everybody, because we don't know how far those we discovered in Boya and Bamenda, we don't la question, justement, c'est ça la véritable interrogation ce matin. Est-ce que jusqu'à preuve de contraire, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, on a eu la même eau qui a coulé, ou bien c'est strictement à Douala? That is the problem now, because with access to... Vous n'avez pas fait recommande quand même l'examen aux enfants qui n'ont pas eu ce problème. With access to ICT now, you cannot tell. Immediately I have this question here, I flash it, and in less than 3 seconds, I have it in Marwa. In less than 3 seconds, I have it in Betua. And within... Si un temps soit peu, il y a une épreuve qui a circulé dans tout le pays, là encore, on va comprendre qu'il y a une très grosse tricherie. But if the ministry is taking that, you know, when it talk of rewriting an exams, il y a 3 épreuves. Il y a 3 épreuves qui sont annulées. Il y a 3 épreuves qui sont annulées. So the minister is coming to that. If the minister is coming to that decision of rewriting 3 papers, it means the evidence was there that there was completely... Et c'est pour quand ça? C'est pour quand? C'est pour septembre? Non, c'est pour August. 3, 4 August. Oui. 3 ou 4 août prochain. Yes. Et les élèves, ce sont eux qui ont triché qui vont avoir l'occasion de le faire, ou bien ils sont mis à l'écart? Non, mais ceux qui ont triché, quand vous trichez individuellement, on vous met à la porte. Of course. But in this case, I think that if the authors are identified... Voilà pourquoi je vous pose encore la question ce matin. Est-ce que ces élèves qui ont justement triché vont reprendre également cet examen? Non. Steve, it does not necessarily... Non, ils seront justement suspendus. Steve, suspendu, ça, je ne sais pas. Steve, let us make it clear here. It is not definitely clear that particular student A, B, and C were caught. The problem was they discovered that there was leakage in the exams. And once there are sufficient proof that there was leakage in the exam and there are no identified students for now, they simply cancel the exams, rewrite it while investigations are going on. We don't know whether we will be the teacher. We don't know whether it will be the investigators. We don't know whether it will be the delegates who will be involved. D'après les dernières informations, on fait savoir qu'il y a justement des épreuves qui ont circulé et on avait l'impression que on a remis ces épreuves à certains élèves qui ont justement copié. Only key. That's where the problem comes. Moi, je sais pas qui. Vous n'avez pas venu m'accuser. Moi, correct. Je sais pas à l'école. That's what I'm saying. It could be the teacher. It could be the delegate involved who is handling it. And when they say to certain students, we don't know the certain students. Is it A, B, or C? We can identify the A, B, or C. Bon, messieurs, je pense quand même que dans un examen comme celui du baccalauréat, c'est pas tous les élèves d'un même établissement qui se retrouvent dans une même salle de classe. Ce n'est pas possible. Donc forcément, soit c'est un des examinateurs. Of course, that's why we're saying that soit c'est autre chose parce qu'on culprits will be identified along the line. Vous pouvez pas être dans la même salle de classe, c'est pas possible. Bon, sauf si c'est que c'est des cas rares quand même. Non, je vais dire que c'est des cas rares, mais je ne pense pas que ça soit possible. Messieurs, en tout cas, ce sujet est à lire dans les colonnes de Mutation et sans oublier Émergence qui nous fait savoir que, eh bien, ce matin, il connaît tout sur les fuites massives d'épreuves. D'ailleurs, 3 épreuves ont été annulées. On parle toujours justement de ces entreprises au bord de la faillite avec le Covid-19 et c'est sûrement pour les entreprises, c'est 3139 milliards de francs CFA de pertes pour ces entreprises. Oui, je suivais justement le secrétaire exécutif hier, c'est un ancien journaliste, Alain Blaise Patonguet, qui parlait justement de cette affaire avec justement les entreprises qui sont au bord de la faillite. Vous savez qu'ils ont d'abord fait
une première évaluation. Oui. Ils ont maintenant, après, puisque maintenant où la situation s'est quand même un peu stabilisée, ils ont encore fait une autre évaluation. Ils se sont rendus compte que ça va plutôt à volo, comme Mutation disait ce matin, que justement il faudrait que, même si l'État a apporté un peu de l'aide, il faudrait que l'État quand même, parce que vous savez que c'est un secteur privilégié, parce que c'est là-bas où justement ça sécrète justement les emplois et tout ce que vous connaissez. Et donc l'État a une obligation justement à faire avec le patronat camerounais. Et donc il y a même justement une réunion qui sera organisée cette semaine justement avec le Premier ministre, chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure on peut justement apporter justement un petit réconfort à ces entreprises. À ces entreprises qui souffrent, hein, je rappelle, c'est 3139 milliards de francs CFA de pertes pour ces entreprises. Et il ne faut pas également oublier que plusieurs employés sont en congé technique depuis des mois aujourd'hui. D'autres même ont perdu carrément et totalement leur emploi. On espère tout simplement que le gouvernement camerounais apportera de l'aide à ces entreprises. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Plaisir de vous retrouver demain avec de nouvelles informations d'ailleurs. J'espère que vous lirez justement cette presse écrite, que vous prenez justement ces informations. Merci à vous, Mangué Vernossi, d'être là ce matin. Je vous souhaite justement prompt rétablissement et on espère que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Thank you, Steve. Alain Diok, tout à l'heure. Mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris. Eh bien, c'était la revue de presse. Eh bien, nos invités sont là ce matin. Il y en a déjà 3 en tout cas sur ce plateau. Notre thème ce matin, Cameroun, vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une pilule difficile à avaler. C'est le thème de ce matin. D'ailleurs, pour ce thème ce matin, nous avons une femme sur ce plateau, Queen Marie Douala. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Télé. Bonjour à toutes les dames, les mamans, les Bayamstelam, surtout mes assos du marché de Bonham Sadi. Un bonjour spécial pour vous. Je suis là ce matin pour vous. Comme je vous ai dit, soyez toujours à l'écoute et attendez toujours mon mot d'ordre. Ok. Eh bien, j'espère qu'ils ont suivi votre mot d'ordre ce matin. J'espère que le week-end a été. Ah ouais, ça a été. D'accord, très heureux de vous savoir en tout cas, très heureux ce matin et surtout que vous soyez sur notre plateau. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour ma co-panéliste Marlene Queen, c'est quoi ça? Marie Douala Queen. Marie Douala Queen, merci au nombre de... On la surnomme Marie Dou. Voilà, Marie Douala. Bonjour à l'autre panéliste que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue toute l'équipe technique de DBS Matin, particulièrement tous les fan clubs de cette tribune-là. Mon coup de gueule de ce matin, eh bien, des lézards, n'est-ce pas, dans le plan triennal spécial jeune, annoncé en 2016 par le président de la République et qui a finalement démarré en 2017. En 2019, on attendait les premières évaluations de ce plan triennal spécial jeune. Malheureusement, 2020 est arrivé. Malheureusement, comme je l'indiquais tantôt, il y a des voix qui s'élèvent de ce côté-là, des voix qui dénoncent des détournements. D'abord, d'argent, des détournements de projets, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé à des financements. Il faut quand même vous rappeler que c'était un plan qui visait en l'autonomisation des jeunes, je veux dire l'insertion des jeunes dans le secteur socio-économique. Donc, l'enveloppe, c'était l'enveloppe destinée à ce plan était de 102 milliards de francs CFA. Il était question que plus de 1 500 000 jeunes étaient concernés, notamment au Cameroun et à la diaspora, dans les secteurs notamment l'agro-industrie, n'est-ce pas, l'artisanat, l'économie numérique, l'agriculture. Bon, malheureusement, comme tout ça ne se passe pas toujours dans les grands projets dans nos pays, il y en a ceux qui avaient la responsabilité de gérer, qui ont la responsabilité de gérer ce programme, l'ont géré à leur manière, en intégrant les gens qui n'ont rien à voir avec le programme, avec ce plan. Bon, je pense que comme ça s'est passé avec la CAN, enfin, on va juste croire que comme par rapport à ce qui s'est passé avec la CAN, je ne veux pas des infrastructures, où il n'y a pas eu d'enquête ni d'audit, je crois que ce sera le cas de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas continuer de scandale à scandale. Vous avez dit que c'est depuis 2015, 2016 Ça a été annoncé en 2016. Ouais. Et ça a finalement démarré en 2017. Je pense que la semaine dernière, nous en avons parlé du plan triennal d'urgence qui n'a pas également porté les fruits, qui a foiré. Bon, si on revient encore sur le plan jeune, spécial jeune, ça va encore être c'est la catastrophe. Merci en tout cas pour votre coup de gueule ce matin, Albert Anatola ici. Docteur Yam Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoz, merci de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau. J'espère que le week-end a été. Vous n'êtes pas comme Albert qui, il faut toujours qu'il commence...
Hein? Non, ça va. Ça va? Tout va pour le meilleur des mondes. Je lui répondrai simplement en disant, vous savez, là, lui, il évoque le fait qu'il y a eu des détournements de projets, mais c'était encore une très mauvaise idée. C'était encore une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est pas ce qu'il fallait faire. Quand on veut faire des plans pour les jeunes, on les fait d'une manière différente. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que parfois vous vous demandez, mais qui conçoit ces décisions-là? Qui décide qu'il faut aller de l'avant? Parce qu'il fallait exactement faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Le plan jeune qu'ils ont lancé là, mais une bonne partie de ce qui était l'émission de ce plan, c'est parce que le FNE faisait. Et on a le bilan de ce que le FNE faisait. Donc, bon, vous sortez quelque chose qui était un échec terrible de quelque part, vous mettez notre habillage, vous bouffez l'argent, et vous dites que vous avez fait quelque chose. C'est quand même drôle, ça. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que le débat vient juste de commencer. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Le thème qui nous intéresse ce matin, Cameroun vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une pilule difficile à avaler, eh bien une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus et les autres infections génitales à destination de petites filles âgées de 9 ans se déroulera du 27 novembre au 1er décembre 2019 au Cameroun, a d'ailleurs annoncé le ministre de la Santé publique Manabouda Malachi dans un communiqué publié le 2 septembre dernier. Il faut préciser par ailleurs une campagne de vaccination contre le col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus et les autres infections. On parle bien sûr de cela ce matin. Le ministre rappelle que la vaccination est le moyen essentiel de prévention de la survenue du cancer du col de l'utérus à l'âge adulte chez les jeunes filles avant le début de l'activité sexuelle et invite par conséquent les parents à se rendre dans les postes de vaccination, notamment dans les formations sanitaires, les écoles et surtout les chefferies pour y faire vacciner leurs enfants. Mais peu de temps après cette annonce, une controverse est née autour de cette campagne de vaccination. En cause, une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle le professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien français, à l'origine d'une pétition contre la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus humains, mène notamment en garde les parents contre les deux vaccins actuels, le Gardasil et le Cervarix, utilisés pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Ce spécialiste y affirme que ceci entraîne des effets indésirables graves chez les personnes traitées et que des décès ont été notifiés dans des pays comme l'Autriche et surtout les États-Unis d'Amérique. Des propos qui sont devenus semer le doute et l'inquiétude des parents, dont nombreux sont souvent réticents à faire vacciner leurs enfants lors des campagnes de vaccination de masse. Afin de rassurer les consommateurs et éviter d'éventuels effets indésirables pouvant découler de l'administration et de ces molécules à la jeune fille qui deviendra femme demain, le réseau national des consommateurs du Cameroun appelle en conséquence le ministère camerounais de la Santé publique à communiquer davantage sur les vaccins qui seront utilisés dans le cadre de cette campagne de vaccination. En effet, le communiqué ministériel ne mentionne pas le nom du vaccin qui sera administré lors de cette campagne. Mais nous allons voir justement ce reportage d'ailleurs qui a fait polémique dans un instant justement avec la complicité de la réalisation. Son quotidien est un calvaire. 2 fois par jour, Julie doit subir des soins infirmiers pour des plaies qui ne cicatrisent jamais. Elles sont situées à plusieurs endroits du corps et sont apparues spontanément. Après une injection de Gardasil en 2008, Julie a déclaré une maladie orpheline, la maladie de Verneuil. C'est très invalidant, c'est très gênant, très handicapant et c'est douloureux. J'avais attaqué une formation, j'ai eu mon diplôme, bien sûr je ne peux pas travailler. Donc je fais comme je peux, mais bon, c'est un peu dur. Du cancer du col. Le Gardasil est un vaccin préventif du cancer du col de l'utérus. Depuis 2006, des campagnes publicitaires sont diffusées à la télévision. Elles s'adressent directement aux mamans. Protéger sa fille, se préoccuper de son avenir, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour une mère. Je préférerais ne jamais avoir fait ce vaccin à ma fille et ne pas l'avoir rendue malade. Mais il est évident que pour moi, les responsables doivent payer. C'est évident.
Malgré la constitution d'un dossier médical, les autorités sanitaires refusent de reconnaître la responsabilité du garde asile. Pourtant, d'autres cas d'effets indésirables existent. À Digne, par exemple, depuis la vaccination, Laetitia souffre de très fortes migraines et de fièvre inexpliquée. Je peux même pas aller au cinéma, je peux même pas aller faire des courses sans être fatiguée. Je peux pas rester devant un écran très longtemps sans avoir des horribles maux de tête. Sur 1 500 000 vaccins faits en France, plus de 1700 cas d'effets indésirables ont été recensés, parmi lesquels plus de 300 cas très graves. Il n'est pas possible, dans l'état actuel des choses, d'établir un lien. On ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais actuellement, il n'y a pas de signaux qui permettent de dire qu'il y a un lien entre la vaccination et ce type d'événement. Pour faire reconnaître le lien, plusieurs familles ont contacté un avocat. Dans un premier temps, elles pourront effectuer des demandes d'indemnisation. La principale volonté des victimes, avant même l'indemnisation, c'est d'obtenir des réponses et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de savoir si le vaccin est en cause ou non dans l'état de santé dégradé des jeunes filles. Pour mettre en cause le garde asile, il faudra du temps et de nombreuses expertises. En attendant, les familles souhaiteraient au moins que Sanofi Pasteur retire ce vaccin du marché. Mesdames, messieurs, vous avez suivi justement ce reportage. Il faut également préciser que le garde asile est actuellement le seul vaccin commercialisé dans le pays pour lutter contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui concerne, il faut le dire, chaque année au Cameroun près de 2300 femmes et provoque plus de 1500 décès. Je me tourne vers le docteur Yamtimba pour prendre sa réaction. Écoutez, il y a ce qu'on appelle en bioéthique le principe de précaution. Lorsque vous avez, lorsqu'un produit, un médicament ou un vaccin ou quelque chose, de toute façon un produit utilisé va provoquer au moins 1%, va atteindre jusqu'à 1%, parce que c'était ça la proportion. Oui. 1700 cas indésirables, voilà, et sans oublier les décès, sur 1 million de personnes. Cas d'effets secondaires sur 1 million de personnes, on est autour de 1%, 1,5%. Le principe de précaution veut qu'on arrête, qu'on retire ce produit et qu'on pousse les recherches davantage. Je pense que très souvent, bon, encore une fois, nous répondons souvent à de bonnes questions d'une mauvaise façon. On va certainement nous embrouiller dans des considérations biologiques, médicales, les papillomavirus et tout le reste, mais la vérité est que l'essentiel des cancers, les cancers de manière générale, ne sont pas liés au fait que le papillomavirus serait quelque chose qui attaquerait les femmes d'une façon particulière, mais c'est lié en fait à l'environnement dans lequel ce papillomavirus va se retrouver. Et l'environnement qui est aujourd'hui celui dans lequel vivent la plupart des jeunes femmes est un environnement qui en fait accélère, ou si vous voulez, est propice au développement de ce genre de problème. Vous avez un environnement qui est extrêmement sucré. Le cancer, de manière générale, prolifère là où il y a du sucre. Demandez à tous les médecins, c'est ce qu'ils vont vous dire. Regardez l'alimentation de nos enfants. Regardez toutes les publicités qui passent à la télé, sur des produits alimentaires. Tous ces produits sont bourrés de sucre. Même votre vin rouge est bourré de sucre. Même votre whisky est plein de sucre. La petite tablette de chocolat, c'est 9 carreaux de sucre. La petite bouteille de soda, c'est pratiquement 15 carreaux de sucre. Comment vous voulez que les enfants ne développent pas des cancers? Et au lieu de régler le problème à la base, on le règle avec des artefacts qui vont pas du tout, qui vont provoquer ce genre d'effets secondaires handicapants, ou qui vont se retrouver en réalité, qui vont pousser, qui vont permettre à certains de gagner de l'argent, mais qui ne vont pas vraiment aider nos enfants, qui vont traumatiser toute une génération. Et je crois qu'il faut qu'on s'entende bien. Il faut qu'on s'entende bien. On veut vacciner les jeunes enfants, de jeunes filles de 9 à 14 ans, sous le prétexte qu'elles risquent de développer des cancers du col de l'utérus plus tard, lesquels cancers demandent un traitement lourd. C'est ce que je crois avoir compris. Oui. Je pense qu'il faut d'abord commencer par assurer à nos femmes une bonne hygiène intime. Vous ne pouvez pas permettre, c'est-à-dire que je suis quand même surpris parfois par certains, on ne peut pas permettre que ce qu'on appelle serviettes hygiéniques là, qui sont en réalité des
je dis, quand je vois nos femmes utiliser ce qu'on utilise comme serviette hygiénique, c'est tellement scandaleux. Parce que voilà les choses en réalité qui créent un environnement propice à ces différents cancers qu'elles développent. Ça crée un espace anaérobie dans lequel il n'y a pas d'oxygène. Et il y a donc une sorte de pourriture permanente. C'est-à-dire que n'oubliez pas que les femmes ont leur menstrue tous les mois. Et donc, vous créez un environnement qui confine presque à la pourriture pendant 3-5 jours, avec des serviettes hygiéniques qui bloquent la ventilation de leur intimité. Et vous demanderez à tous, on vous dira que c'est ces choses-là qui provoquent des cancers, parce que les tissus ne sont plus irrigués, ne sont plus ventilés, etc. Et vous trouverez que beaucoup de femmes, pendant cette période, cette partie de leur corps a une couleur blanchâtre, totalement blanchâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment d'irrigation, il n'y a plus suffisamment de ventilation, à cause justement des mauvaises serviettes hygiéniques. Vous avez vraiment le sentiment que le Cameroun ne peut pas se permettre, je parle de mon pays, hein, je m'en tiens à ça, que le Cameroun ne peut pas se permettre de dépenser 15 à 20 milliards pour construire une usine qui peut produire des serviettes hygiéniques pour nos femmes. Nous sommes tous nés d'une femme. Nous sommes tous mariés à une femme, sauf ceux qui pensent qu'ils devraient se marier, c'est pas n'importe quoi. Mais quand vous êtes un être humain, vous vous mariez à une femme. Un homme normal, vous mariez à une femme. Nous avons tous des filles. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans la vie? Nos femmes sont ce que nous avons de plus important dans la vie. Il n'y a rien au-dessus de nos femmes. Rien. Si vous dites qu'il y a quelque chose de plus important que nos femmes dans notre vie, mais j'aimerais bien savoir quelle est cette chose ou quel est cet être qui est supérieur à nos femmes. Parce que sans elles, nous ne venons pas à la vie. Sans elles, nous ne vivons. Nous serions malheureux comme des... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment le plus malheureux sur la terre. Et nous n'aurions pas de filles. Quelle joie d'avoir un enfant, d'avoir une fille. Et nous ne prenons pas suffisamment soin d'elles. Nous apportons de mauvaises réponses aux questions sérieuses auxquelles elles sont confrontées. Je crois que moi, en tant que parent, je ne tolérerai pas qu'on injecte ce genre de choses à ma fille. Et si il y a une loi qui devait, si c'est coercitif, j'appellerai tous les parents à se lever, à se saisir de toutes les institutions qui pourraient permettre que cette décision-là soit totalement annulée et que le ministre prenne une autre décision, une décision de recherche scientifique. Mais nous avons nos médecins ici, nous avons nos scientifiques. Il faut leur demander de dire, mais puisqu'il y a un problème bioéthique, un problème médical même, puisqu'on a des effets secondaires qui se posent ailleurs, est-ce que vous pouvez nous mener des recherches sur le sujet pour nous dire d'ici 2 à 3 ans ce qu'il en est? C'est le principe consacré en bioéthique qui s'appelle le principe de précaution. On n'a pas besoin de l'expliquer aux gens. C'est le minimum qu'on devrait savoir lorsqu'on gère la santé des gens. Vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas traumatiser des enfants, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à l'époque où vous veniez vous vacciner, les gens ils ne savent pas. Tous ces enfants de 9, 10, 12, 13 ans sont sur internet, hein. Regardent un certain nombre de choses. Vous dites que vous allez les vacciner contre le cancer du col de l'utérus, la plupart s'en vont regarder sur YouTube, sur Facebook, un peu partout, et se demandent c'est quoi cette affaire. Et quand ces enfants voient ce que subissaient ces deux jeunes femmes là, vous les traumatisez. Et je ne crois pas que c'est la mission de notre gouvernement de traumatiser notre peuple. Et je crois que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de s'assurer de donner à nos femmes de vrais produits d'hygiène intime, d'éviter tous les produits décapants qui sont à l'origine de la plupart des cancers et qui ont pignon sur eux. Il y a les publicités partout. Personne, ça ne préoccupe personne, alors que ça, c'est un vrai problème et qu'on peut avoir une réponse toute saine. On interdit. Et il y a l'hygiène intime de nos femmes dont il faut se préoccuper. Il faut qu'on forme davantage de gynécologues. Il n'y en a pas assez pour suivre notre population féminine. Il n'y en a pas assez. Et ça, c'est les vraies solutions dans un pays qui se construit et qui crée le filet de protection et de solidarité dont nous avons besoin dans le cadre de notre pays. La santé est extrêmement importante et elle ne doit pas devenir un calvaire. Pire, un calvaire pour nos femmes. J'ai entendu dire que les cancers du col de l'utérus, l'une des raisons pour lesquelles on menait cette vaccination, c'est parce que ça atteint la fécondité des femmes. Vous connaissez le taux de natalité. Pourtant, avec les images que nous venons de voir tout à l'heure, là, ces filles ne pourront plus jamais enfanter. Dans ce cas précis, justement elles ont été vaccinées. Mais vous voyez le taux de natalité qu'il y a chez nous. Donc vous trouvez qu'on ne fait pas assez d'enfants et maintenant il faut qu'on nous permette d'en faire un peu plus.
alors que les mêmes gens qui fabriquent ces vaccins-là disent que l'Afrique est surpeuplée. Je crois qu'il y a quand même, il faut que nous gardons toujours en esprit les enjeux. Et ces enjeux-là, géopolitiques, internationaux, historiques, doivent nous amener à être extrêmement prudents et à toujours nous rappeler qu'en Afrique, la femme, dans ma langue, ça s'appelle Mouria, c'est-à-dire la personne qui donne la vie. La vie n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est la femme qui donne la vie. Et donc, chaque fois que ça concerne la femme, il faut prendre beaucoup de temps, beaucoup de précautions, faire très attention. Parce que nous n'avons pas besoin de traumatiser nos femmes qui souffrent déjà chaque mois d'une mauvaise hygiène intime parce qu'elles n'ont pas les bons produits. Ce n'est même pas qu'elles n'ont pas les moyens, mais elles n'ont pas les bons produits disponibles. Et de l'autre côté, nos femmes ont un bon taux de natalité, donc c'est bien. Et quand il y a ce genre de problème, je crois qu'il faut refaire une étude pour s'assurer que tout va dans le bon sens avant de se lancer de cette façon un peu cavalière où on ne connaît pas le produit, où on cible les enfants en bas âge et les gens qui produisent même ces produits. Vous avez entendu qu'il y a des campagnes là-bas chez eux? Aucune. Allez savoir justement pourquoi. Marie-Dou, je vais me tourner vers vous. Hein. Justement, vous avez suivi le docteur Yamtimba. On veut vacciner les enfants de 9 ans, alors que nous savons pertinemment que, jusqu'à preuve de contraire, ce ne sont pas toutes ces jeunes filles de 9 ans qui vont justement développer le cancer du col de l'utérus. Pourquoi donc prendre l'initiative aujourd'hui, avec le ministère camerounais de la Santé publique, de vacciner les enfants, des jeunes filles, enfin il faut le dire, hein, les jeunes filles de 9 ans, justement, contre le cancer du col de l'utérus? Avant de répondre à ta question, je voudrais dire que le vaccin est nécessaire dans une société. Nous tous nous sommes passés par des vaccins. On a eu des vaccins contre le BCG, on a eu des vaccins contre la variole. Et en tant que mère, le vaccin est important. Mais il n'en demeure moins qu'il est aussi risquant lorsqu'il n'est pas bien suivi. Parce que on peut envoyer un vaccin qui peut créer des métaphores sur le corps de la femme. On peut envoyer un vaccin qui peut réduire le taux de natalité. On peut envoyer un vaccin qui peut créer d'autres choses dans le corps de la femme. Parce que le corps de la femme, c'est un corps sensible. Maintenant, administrer des vaccins aux enfants de 9 ans à 10 ans, 9 ans jusqu'à 15 ans, ce n'est pas une priorité. Et je ne pense pas que nous avons reçu le vaccin. Jusqu'à cet âge, nous n'avons pas contacté le cancer du col de l'utérus. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est d'éduquer d'abord nos enfants de 9 ans, les jeunes filles de 9 ans jusqu'à 15 ans, pour qu'elles aient une bonne hygiène, qu'elles aient des serviettes hygiéniques qui sont appropriées, parce que nous savons que le Cameroun est excessivement pauvre. Il y a des parents qui ont peut-être 5 filles, 4 filles qui n'arrivent pas à les entretenir. Je pense que le problème est d'abord là. Et le cancer du col de l'utérus provient beaucoup plus par l'alimentation, parce que lorsque nous prenons trop de sucre, nous sommes exposés au cancer. Lorsque nous avons trop de cholestérol dans le corps, nous sommes exposés au cancer. Mère a dit qu'on doit vacciner les filles pour qu'elles n'attrapent pas le cancer du col de l'utérus. Vraiment, entre guillemets, je suis pas d'accord. Et je pense que le Cameroun a d'autres priorités. Et le vaccin du col de l'utérus vient en second lieu. Il faut laisser les jeunes filles grandir, parce que lorsqu'une femme grandit, lorsqu'elle atteint la maturité et qu'elle conçoive, si elle allaite l'enfant normalement, elle ne peut pas avoir le cancer du col de l'utérus facilement. Parce que quand une femme allaite, le cancer ne peut pas se développer. C'est des femmes qui n'allaitent pas, peut-être qui ont des problèmes de santé. Lorsqu'elles accouchent, elles ne peuvent pas donner le sein à l'enfant, qui sont beaucoup plus exposées au cancer. Mais laissez les jeunes filles grandir. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée bilingue de Bonabéry, c'était en 96. Je faisais la classe de 5e et on est venu nous faire certains vaccins. Je me rappelle à l'époque, nos parents sont sortis, ils ont dit que mais vous venez vacciner nos enfants, c'était pour nous empêcher d'avoir des enfants. Oui. Mais ce n'était vraiment pas ça. C'est ce qu'on nous avait fait croire, que c'était pour nous empêcher d'avoir des enfants. Moi, aujourd'hui, je suis une mère de plusieurs enfants. Et ça dépend aussi de la constitution de chaque fille, de comment est-ce que l'enfant a grandi. Parce que la première des choses, c'est l'alimentation. Quand l'enfant naît, il faut déjà bien l'alimenter, lui donner le sein. Quand tu donnes le sein à l'enfant, la constitution sera solide. Ça veut dire que la jeune fille, elle ne sera pas trop exposée aux maladies. Il y a aussi d'autres choses, c'est que les jeunes filles aujourd'hui de 9 ans, elles connaissent déjà des hommes. Elles ont déjà des rapports sexuels. Elles multiplient le sexe. Lorsque tu multiplies le sexe, elles sont traumatisées. Le col de l'utérus est traumatisé à l'âge de 9 ans, 10 ans. Comme les hommes qui violent les femmes, tout ça là
rend propice au cancer du col de l'utérus parce que la femme n'a pas encore la maturité et l'homme commence à mettre, excusez-moi le terme, son pénis dans le sexe de la petite fille. Ce n'est pas normal. Il faut que les hommes aussi laissent les jeunes filles grandir avant de les utiliser. Parce que ça aussi, ça rend, c'est-à-dire cette maladie propice au niveau de la jeune fille. Il faut laisser les jeunes filles grandir. Et les jeunes filles aussi, lorsqu'elles tombent enceintes, il faut qu'elles évitent de faire des avortements qui ne sont pas bons, des avortements qui ne sont pas liés à la médecine. Parce qu'il y a des mamans qui donnent des produits à leurs filles. Peut-être elles mettent, comment on appelle ça, une souris morte, elles mettent ça dans le sexe. Beaucoup de choses. On se purge avec je ne sais quoi. Tout ça là favorise c'est-à-dire l'accélération du cancer dans le corps. Il faut que les parents aussi essayent d'éduquer leurs enfants. Et je pense que l'État gagnerait à l'éducation, surtout le ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire à mettre en place une série de formations de la jeune fille, comment est-ce qu'on doit se garnir, comment est-ce qu'on doit protéger ses slips, c'est très important. Parce que lorsqu'on vit aussi dans des milieux sales, tout ça occasionne aussi des maladies. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont des maladies, tu peux pas comprendre, qui régénèrent, qui deviennent compliquées, après ça donne toutes ces maladies. Maintenant, est-ce que c'est une priorité pour le vaccin au Cameroun? Je pense avec la pandémie du Covid, la priorité n'est pas sur le vaccin du col de l'utérus. La priorité maintenant, c'est sur la pandémie du Covid-19. Si on met autant de moyens pour entretenir les personnes atteintes du Covid-19, je pense qu'on gagnerait que de perdre le temps avec les histoires du vaccin du col de l'utérus qui ne nous apportent rien. Mais peut-être que ça apporte de l'argent à l'État. Peut-être qu'ils ont une plus-value en allant vacciner les enfants. Ils peuvent peut-être gagner un gain quelque part, mais ce n'est pas une priorité maintenant. La priorité, c'est sur la pandémie. La priorité, c'est sur comment améliorer les conditions de vie des Camerounais. La priorité, c'est sur comment entretenir les marchés qui sont sales. Parce que nous parlons du cancer du col de l'utérus, il y a des femmes qui vendent au marché, qui sont à même le sol parfois, qui sont aussi exposées aux maladies. Pourquoi ne pas prendre tout cet argent qui sera injecté pour le vaccin du col de l'utérus et améliorer par exemple les marchés et donner de l'eau et de l'électricité aux Camerounais. Donc pour moi, ce n'est pas une priorité. Nous sommes des Africains. Le cancer, vraiment, ce n'est pas trop dans nos gènes. Et vraiment que les Blancs nous laissent avec leurs choses, qui continuent avec ça là-bas. Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Albert Anatola ici. Il faut préciser d'ailleurs à nos téléspectateurs, Yavo également, qu'une dose de ce vaccin est vendue à 35 000 francs CFA au Centre international de vaccination de Yaoundé, contre pratiquement 100 000 francs CFA pour la même dose dans certaines pharmacies du Cameroun. Est-ce tout simplement un don que le ministère camerounais de la Santé publique est en train de donner comme ça, il faut le dire, à ces jeunes filles, parce que si on n'a pas calculé, on nous a fait savoir que c'est plus de presque 350 000, il faut le dire, jeunes filles qui doivent être vaccinées. Si nous calculons donc qu'il y a au moins 350 000 filles qui doivent être vaccinées, 35 000 francs pour chaque dose, ça fait beaucoup d'argent quand même. Écoutez, Steve, l'État a le devoir, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité sanitaire de sa population. Oui. C'est un fait. Mais dans quel cadre? Dans le cadre des protocoles sanitaires objectifs et bien établis. Je pense que de ce point de vue, je m'inscris relativement à ce que tout à l'heure Dr Yam disait, c'est-à-dire qu'en fait, un vaccin qui est préventif, qui est préventif bien évidemment, ouais. Ça veut dire que nous sommes dans des projections. Mais par contre, j'ai un souci. Mon souci s'inscrit dans le contexte sanitaire actuel, qui est dominé par la suspicion, quelquefois aussi par le cynisme des laboratoires pharmaceutiques. Et vous vous souvenez que dans le cadre de cette tribune, nous avons eu à débattre, n'est-ce pas, des fameux essais cliniques BCG qui devaient être effectués sur le continent africain. Et vous avez constaté, vous vous rappelez de cette levée de bouclier, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et voire internationale par rapport à ce projet. Alors, c'est inscrire une campagne de vaccination dans un contexte comme celui-là, je crois que c'est un peu, si ce n'est pas provocateur, je crois que c'est fait pour d'inopportunité. En ce sens que si on peut inscrire
la campagne prévue, annoncée, j'avais dit annoncée, en décembre 2020, qui s'inscrit dans le programme élargi de vaccination, il y a beaucoup plus de questionnements qui s'imposent. D'abord, nous constatons qu'il y a un échantillonnage. Vous avez évoqué tout à l'heure un chiffre, plus de 330 000 jeunes filles qui doivent être vaccinées, justement, lors de cette campagne. Est-ce qu'il y a eu une communication appropriée qui a été faite par le ministère de la Santé publique avant de s'engager dans cette campagne, dans l'optique de sensibiliser d'abord les parents? Parce que, comme tout à l'heure, il me l'indiquait, écoutez, tu as le droit, en tout cas je parle de l'État, de t'occuper de la santé de ta population, mais moi, en tant que parent, j'ai le devoir de m'assurer de la fiabilité du vaccin, et surtout de la sécurité du vaccin. C'est ça qu'il s'agit également. Et puis, je suis tenu, parce que si je sens un certain temps qu'il y a un doute qui m'inspire cette campagne, en tout cas ce vaccin, j'ai également le droit de m'opposer à ce que mon enfant, ma fille soit vaccinée. Pourtant, il proposait justement que dans la campagne qui sera effectuée justement par le ministère de la Santé publique, on passera également dans les écoles de ces jeunes filles. Tout à fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Moi, en tant que parent, je dois être informé de ce qui doit se passer à l'école de... À l'établissement de votre enfant, oui. Le vaccin en soi n'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Tout à l'heure, Madame Kuhn l'a indiqué, c'est-à-dire chacun a connu le vaccin contre la polio, c'est vrai qui a quand même également handicapé beaucoup de certains jeunes de notre génération, ça il faut l'indiquer également. Oui. Nous avons connu le vaccin contre la varicelle, nous avons connu tout ça, mais le contexte est plus différent. Aujourd'hui, nous avons affaire à des industries pharmaceutiques qui sont ancrées dans la mafia, quelquefois ils utilisent des produits de synthèse, qui sont tout sauf les produits qui peuvent curatifs. Voilà. J'ai regardé il y a quelques jours un documentaire sur la fabrication des médicaments. Et j'ai constaté que la plupart des médicaments qui sont vendus que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, viennent de Chine et d'Inde. Et de l'Inde autant pour moi. Et très souvent, et nous savons que plus de 90%, non, plus de 80% de ces médicaments sont faux. Est-ce que on ne va pas se retrouver dans la même situation qu'ont connu certains États en Afrique, c'est-à-dire notamment avec les masques faciaux, qui n'ont pas suivi des tests de contrôle, de sécurité et de fiabilité? Est-ce que nous n'allons pas connaître la même situation qu'avec les tests qui ont été, n'est-ce pas, offerts dans à certains États africains et qui se sont avérés être de très mauvais produits pour la santé publique? Et vous vous souvenez de ces anecdotes, des tests, des papas qui ont été testés positifs au Covid-19, de la chèvre qui a été testée positive au Covid-19, oui. Parce que les tests n'étaient pas fiables. Ce qui suppose donc que, ce qui m'inspire une question. Est-ce que les vaccins qui sont mis à disposition du ministère de la Santé publique subissent des contrôles de conformité dans de normes sanitaires? Ce que nous savons, c'est que cela, nous connaissons comment ça se passe chez nous. C'est-à-dire, on laisse faire et puis voilà. Donc moi je pense que dans un contexte de Covid-19, l'urgence, à mon sens, ce n'est pas de s'engager dans une campagne de vaccination élargie, notamment pour ce qui concerne les jeunes filles. Mais je pense que c'est peut-être une bonne alternative, c'est une solution sanitaire, mais qui doit pouvoir être ancrée en amont, c'est-à-dire l'éducation à l'hygiène alimentaire. Beaucoup l'ont évoqué dans ce plateau, l'éducation à l'hygiène sexuelle. Parce que nous connaissons, nous, plus ou moins dans notre entourage, nous voyons des jeunes filles qui utilisent souvent des mauvais produits pour leur hygiène intime. Tout à l'heure, il y a également évoqué... Vous êtes tous d'accord avec... vous êtes d'accord sur le même point. La qualité des serviettes hygiéniques. Il y en a même qui utilisent autre chose que ces serviettes hygiéniques.
Donc je pense que l'État, à travers, quand je parle de l'État, je parle du ministère de la Santé publique en collaboration. Alors, le ministère des Affaires sociales, avec le ministère des Affaires sociales, oui, de la femme et de la famille, devrait justement prendre un relais d'éducation, d'abord sexuelle, d'éducation alimentaire, parce que nous avons également évoqué ces aspects-là ici, c'est-à-dire que la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène alimentaire, la mauvaise hygiène sanitaire peut être un vecteur, n'est-ce pas, des cancers du col de l'utérus. Moi, je pense que dans un contexte où l'État subit une forte tension de trésorerie, ces milliards peuvent servir à autre chose. Ça, c'est important. Je voudrais quand même vous renvoyer une chose. Vous allez peut-être que vous allez me poser le contexte. Est-ce que nos mamans avaient besoin de subir, si je peux ainsi dire, le vaccin contre le col de l'utérus? C'est la grande interrogation. Justement parce qu'il y avait des produits naturels. Il y avait des produits naturels. C'est-à-dire, il y avait les produits naturels, c'est-à-dire les plantes naturelles, qu'ils utilisaient soit dans l'alimentation. C'est pour ça que notre alimentation, à notre époque, à cette époque-là, je ne sais pas moi, notre époque, était remplie justement de pas mal d'herbes. À cette époque-là, c'était. À son époque, non. C'était fait à base de légumes. C'était fait à base de légumes et c'était moins salé, moins sucré. Oui. Donc je pense qu'il est important qu'on revienne aux fondamentaux de l'hygiène. Je vais me tourner vers Marido, qui, juste un peu le contraire, ne veut pas donner son âge à Mondo Vision ici, mais qui, elle sait pertinemment, le dit, elle n'a pas été vaccinée contre le cancer du col de l'utérus. Pourtant, elle a eu des enfants et elle n'a jamais eu d'ailleurs cette maladie. Elle n'a jamais contacté d'ailleurs le cancer du col de l'utérus. Oui, parce que j'étais une fille bien élevée, une fille éduquée qui n'allait pas de gauche à droite. Il faut que les jeunes filles aussi apprennent que les rapports sexuels précoces ne sont pas bons. Il y a aussi ça. Aujourd'hui, les filles de 9 ans, 14 ans, elles suivent déjà les hommes. Vous voulez avoir quel avenir? Vous voulez avoir quel sexe? Vous allez avoir un sexe traumatisé. Avant d'avoir mon âge, moi j'ai 43 ans. Avant d'avoir mon âge, vous allez contacter des maladies. Je suis âgé de 43 ans, je n'ai jamais contacté une MST. Je n'ai jamais contacté une MST. Pourquoi? Parce que je suis fidèle. Et en plus de ça, j'ai connu l'homme à l'âge de 22 ans. Je n'ai pas connu l'homme à l'âge de 15 ans, 9 ans. Et les rapports sexuels que les filles font aujourd'hui, ce sont des rapports sexuels bizarres. Il y a tout ça là. On dit que c'est l'androïsme, ou bien c'est l'androïsme qu'on dit, que nous sommes de la nouvelle génération. 21e siècle. 21e siècle. Vraiment, que les jeunes filles comprennent qu'il faut d'abord mûrir, il faut grandir avant d'avoir les rapports sexuels. Et il faut avoir des rapports sexuels protégés. Et si vous avez un sexe qui sèche beaucoup, achetez des lubrifiants. Il y a des lubrifiants à la pharmacie que vous pouvez acheter pour ne pas traumatiser votre sexe. Ne vous laissez pas nu, complètement nu devant un homme. Il faut protéger votre corps. La femme, son corps est important et sa partie-ci, c'est une partie qui est très très délicate. Il faut savoir choisir les serviettes hygiéniques. Nous, à notre époque, nous, on ne nous achetait même pas les serviettes hygiéniques. Notre maman découpait une serviette, les serviettes blanches qu'on achetait à la SICAM, c'est ce que nous on utilisait. Et après avoir utilisé, on les lavait très bien, on les séchait, mais on ne tombait pas malade. Pourtant aujourd'hui, avec ces serviettes hygiéniques, les serviettes hygiéniques tu as les démangeaisons, tu utilises les serviettes hygiéniques qu'on vend dans les pharmacies, dans les supermarchés, tu utilises ça, après tu as les démangeaisons. Ces serviettes ne sont pas très bonnes, comme ce que M. Yam disait. Il y a des serviettes qui ne sont pas contrôlées. L'État aussi doit regarder la qualité des produits qu'on vend sur le marché. Parce qu'il y a trop un laisser-aller. Ces produits même facilitent la contamination des maladies. Et comme il disait, il faut que ça respire. Le corps de la femme doit respirer. Et les filles aujourd'hui, elles portent les pantalons qui les serrent, elles portent les strings. Vous portez les strings, ça ne va pas encore vous infecter parce que c'est tout juste la corde. Cette corde peut même te blesser, tu ne sais pas pourquoi. Parce que vous voulez la facilité, vous voulez que quand l'homme vient, tu ouvres directement. Mais ce n'est pas comme ça, les enfants. Il faut que le ministère des Affaires sociales éduque les jeunes filles aujourd'hui. Il faut une bonne éducation. On ne se livre pas à l'homme comme ça. Il faut grandir, il faut mûrir. Parce que quand tu mûris, c'est là où le corps aussi devient aussi facile à supporter certaines verges. Tu ne peux pas avoir 14 ans et aller suivre un homme de 70 ans. Il a d'abord quel sang qu'il va mettre sur ton corps.
C'est d'abord ça, parce que vous voulez de l'argent. Tout ça, c'est la précarité, la pauvreté que l'État a installée. La pauvreté que l'État a installée fait en sorte que même nos enfants, même nos jeunes filles, elles se cherchent très tôt. Parce que les parents n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Moi, certains parents ne peuvent même pas offrir des serviettes hygiéniques à leurs enfants. Les filles sont obligées d'aller se prostituer à l'âge de 14 ans, quand elles commencent déjà à avoir les menstrues, aller chercher les hommes qui vont les traumatiser. Un homme ne va pas te donner 500 pour rien. Il va d'abord te donner ce que tu mérites là bien avant de te donner 500 francs. Donc vraiment, même les parents aussi, apprenez à s'occuper de vos enfants. Quand vous avez des jeunes filles, achetez-les les serviettes hygiéniques appropriées, ou bien achetez-les les couches, les serviettes même de Sicam, vous découpez et vous les amenez à laver ça, parce qu'au moins avec ça, il n'y aura pas de démangeaison. Ou bien vous cherchez des serviettes appropriées, si jamais vraiment il y a une bonne qualité, qu'on nous dise que vraiment avec les serviettes je ne peux pas faire la publicité, on n'aura pas de démangeaison, on va bien respirer. Il y a d'autres qui utilisent les choses qu'on met dedans là, je ne sais même pas comment on appelle ça. Tout ça, les tampasses, tout ça là, ce sont des choses qui créent des maladies dans le corps de la femme. Et parfois les cancers du corps de l'utérus. Et que les jeunes filles évitent de mettre les doigts dans les vagins. On ne met pas le doigt dans son vagin lorsqu'on fait la toilette intime. Le corps même sécrète. Quand l'homme met le sperme sur toi, ça s'évacue seul, parce que c'est ça l'organisme de la femme. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes produits pour laver ton sexe. Donc tu utilises même le citron. Tout ça là crée des problèmes pour aller serrer le sexe, parce que je voudrais que le gars, quand il entre, qu'il sente que c'est chaud ou bien sente que c'est dur. Tout ça là, c'est le mensonge. Laissez vos corps tranquilles, jeunes filles. Ne vous livrez pas à ces choses qu'on dit, oh, je vais acheter tel produit, ça va serrer mon vagin. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, voici. Je suis toujours belle. Je n'ai aucune maladie. Je suis là bien portante parce que j'ai connu l'homme à 22 ans. Abstenez-vous, les jeunes filles, et portez toujours ne sortez pas nues, sortez toujours couvertes, parce que c'est très important. Vous allez être à l'abri de toutes ces maladies. Et que l'État, vraiment, on a d'autres priorités. Notre priorité actuelle, c'est de nous donner l'eau, l'électricité. Laissez-nous avec vos histoires de vaccins du col de l'utérus. Quand la jeune fille grandit normalement, comme je suis en train de dire, après, lorsqu'elle tombe enceinte, elle allaite l'enfant, l'utérus sèche, elle ne sera pas facilement atteinte du cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres priorités. Nous n'avons pas de route. Dans mon village à Bonendale, ça fait 43 ans, il n'y a pas de route là-bas. Nous avons des marchés où les femmes sont à main le sol, la boue. Ça, c'est même plus grave que le cancer, parce que le cancer, c'est autre chose. Mais il y a le choléra qui est là, qui tue plus que le cancer du col de l'utérus. Il y a le paludisme. Les mamans qui restent, vous vous souciez des femmes, certes, mais les mamans qui restent dans les marchés sales là, est-ce qu'elles ne sont pas exposées au paludisme? Le paludisme ne tue pas. Le paludisme tue. 11 000 morts. Et non seulement ça, vous prenez les milliards pour aller chercher le cancer du col de l'utérus. Le Covid-19, je n'ai même pas vu un seul masque, même dans mon quartier. Quelqu'un est venu me remettre un masque, même à cette dame-là, au quartier, même un seul masque, même aux jeunes filles. Mais vous avez l'argent pour aller acheter un vaccin pour venir nous empêcher d'accoucher. 35 000 francs CFA. Vous venez nous empêcher d'accoucher. Nous sommes des familles nombreuses et nos enfants vont accoucher. Vous avez vos vaccins là, restez avec ça. Docteur Yam, il faut également préciser que, je le disais encore tout à l'heure, hein, un vaccin coûte 35 000 francs CFA au Centre international de vaccination de Yaoundé, contre pratiquement 100 000 francs dans des pharmacies. Il ne faut pas également oublier que lors de cette campagne de vaccination, il est prévu normalement 3 doses dans un intervalle de 3 à 6 mois. Là encore, si je m'avais calculé, vous allez voir qu'on va avoir des maux de tête. Y a-t-il un organe justement au Cameroun qui vérifie de la véracité ou alors de la conformité même de ces vaccins qui sont, il faut le dire, hein, je ne sais pas comment je vais dire ça. À nos enfants, à nos jeunes filles, parce qu'à un moment donné, c'est un peu embêtant. Oui, ça l'est. Mais je vais dire juste un mot par rapport à ce que Mme Douala disait tout à l'heure. La raison pour laquelle les serviettes, là, les couches de bébé, là, les couches lavables, la raison pour laquelle c'est plus indiqué que les serviettes hygiéniques vendues dans des sachets, là, c'est parce que ces couches-là sont en coton. Les serviettes sont en coton. Et donc, l'air passe. L'air peut passer, mais ça tamise la poussière, toutes ces choses-là, mais l'air passe. Et le problème avec la plupart des serviettes hygiéniques vendues sur notre marché, c'est que c'est fait à base de papier journal. C'est le papier, là, papier journal, les papiers de bureau qui sont jetés. C'est à ça qu'on nettoie avec du chlore pour que ça redevienne blanc.
et on écrase, on met au milieu là. Ça n'absorbe même pas le sang. D'abord, c'est pour ça que ça n'a pas de pouvoir absorbant. Et deux, c'est pour ça que c'est opaque. Parce que pour le rendre imperméable, on est obligé de mettre un film en plastique. Tout à fait. Mais quand vous-même vous fermez un orifice avec du plastique, vous vous attendez à quoi? Vous fermez un orifice avec du plastique comme ça, vous vous attendez à quoi? En fait, c'est ça le problème. C'est ça nos serviettes hygiéniques. Or, les serviettes hygiéniques doivent être en coton. Parce que le coton blesse la respiration. Mais ce pays produit énormément de coton. On ne transforme que... Bon, depuis que maintenant, même l'usine qui faisait les pains ici ne fonctionne presque pas, ça veut dire qu'avant, on transformait 4,4% de notre coton. Donc, on n'arrive même pas à transformer 1% là maintenant. Alors qu'on a du coton. Mais une usine pour faire des serviettes hygiéniques à base de coton coûte à peine 13 milliards, entre 13 et 15 milliards. Notre pays n'est pas capable d'investir dans une usine comme celle-là pour protéger nos femmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que nos femmes? Et ce genre de choses, de la même manière que je pense que les femmes ne devraient pas payer un seul franc pour accoucher, parce que c'est les gens qu'on accouche là qui deviennent nos chercheurs, nos journalistes, nos commerçants, nos présidents, nos ministres, etc. Les femmes ne devraient pas payer pour ça. De la même manière, je pense que les serviettes hygiéniques devaient être un produit subventionné, l'un des rares produits subventionnés dans un pays. Parce que ça maintient la santé de nos femmes. Et cela dit, lorsque vous prenez les coûts, justement, 3 doses, ça fait 105 000 francs. 105 000 francs. Vous multipliez par 350 000 jeunes femmes, jeunes personnes. Oui. Ça fait combien? On va calculer ensemble. 350 millions, 35 milliards. C'est ça, non? Oui. Ça fait 35 milliards, non? Tout à l'heure, là, on parlait de serviettes hygiéniques. On a dit que le coût de l'usine, c'est combien? 13 à 15 milliards. Donc, notre gouvernement a 35 milliards à mettre dans cette affaire et pas assez pour produire des serviettes hygiéniques pour nos femmes. Deuxième chose, il a donné de l'emploi en tout, et en plus... Il a donné énormément d'emplois aux Camerounais. Deuxième chose, ce produit, ce vaccin est controversé. Il est controversé, nous avons vu les effets secondaires. Lorsque vous avez un produit controversé, qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez immédiatement le principe de précaution, qui consiste à dire, comme il est controversé, on attend. On attend. Tout à l'heure, Aïssi nous faisait remarquer qu'on a eu des vaccins qui étaient censés aider les gens à ne jamais être handicapés, mais qui ont plutôt provoqué le handicap chez certains de nos compatriotes. Il faut appliquer le principe de précaution. Lorsque nous savons qu'il y a des vaccins qui ont provoqué 497 000 handicapés au Nigeria, on se souvient des problèmes du Kenya et de l'Inde, oui. Avec les vaccins, il faut être extrêmement prudent. Et je vous mets au défi. Vous êtes sûr que notre ministère connaît vraiment la composition de ces vaccins? Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un organe justement qui vérifie tous ces vaccins? Je pense qu'il y a des choses qui relèvent de la sécurité nationale. Et vraiment, alors parlons droit au but. Allons droit au but. Parlons entre nous, comme Camerounais. Il y a des choses qui relèvent de la sécurité nationale. Nous ne devrons jamais permettre que les choses qui touchent directement l'intimité de nos femmes viennent d'ailleurs. Les serviettes hygiéniques devraient être fabriquées ici. Tous les produits qui touchent l'intimité de nos femmes devaient être fabriqués localement, contrôlés localement. Mais en même temps, est-ce que la NOR a des normes sur cette question-là? Est-ce que la NOR a défini des normes relativement à cela? Autre chose, toujours parlant des questions de sécurité nationale, les vaccins ne devaient jamais être des produits importés. Ça devait être des produits produits localement. Même si ce n'est pas nécessairement des entreprises purement camerounaises qui le font, mais l'État devait s'assurer, peut-être dans un cadre national ou sous-régional au moins, pour peut-être réduire les coûts, s'assurer que nous contrôlons quand même comment on fabrique cette affaire. Nous devons contrôler. On fabrique ça comment? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que personne ne sait ce qu'il y a là-dedans. Vous avez beaucoup de vaccins qui ont beaucoup d'aluminium, par exemple. Lorsque la jeune femme dit qu'elle a des migraines, tout de suite, je comprends qu'il y a beaucoup d'aluminium dans le vaccin. Tout de suite. Je comprends qu'il y a beaucoup d'aluminium dans le vaccin. Il y a la première dame qui disait d'ailleurs qu'elle ne cicatrise pas. L'autre qui ne cicatrise pas, il doit y avoir une certaine quantité de sucre ou de produits qui vont dans ce sens-là. Donc, je pense aujourd'hui que les coûts, et là, on a donné que les coûts du produit, hein, on n'a pas donné les coûts de déploiement. Parce qu'il y a les personnels, il y a la justement logistique, il y a tout cela. Oui. Ce n'est que le coût du produit. La vérité est qu'il faut résoudre les problèmes à la base. Quand Mme Queen, Mme Douala rappelle que... c'est Aïssi qui le rappelle, que
c'est quand même curieux qu'à son époque, c'est-à-dire l'époque de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères, qu'il n'y ait pas eu ce genre de problème. Et qu'il nous parle de notre nourriture qui était peu salée, peu sucrée. D'ailleurs, il n'y avait pas de sucre, tel qu'il est, en tout cas le sucre raffiné là. Cela veut dire que notre mode de vie actuel, notre mode de vie a changé, et que le mode de vie actuel est propice à un certain nombre de choses. Dès ma première prise de parole, je vous ai parlé du sucre. Il y en a partout. Même dans du vin, même dans du whisky, mais il y en a partout. Les biscuits, les bonbons, les yaourts, le pain là. Il y en a partout. On met du sucre partout. Or, le cancer, quel que soit le cancer, parce que après les gens vont vous prendre des mots très compliqués, papillomavirus. Non, n'oubliez pas, notre corps là doit avoir un certain nombre de virus et un certain nombre de bactéries, de ce type d'agents pour qu'il fonctionne. Ce ne sont pas des choses qui sont hors de la nature. Mais pour que certaines soient actives ou pour que certaines se comportent d'une certaine façon, il faut un environnement qui est très sucré. C'est pour ça que vous avez donc cette activation qui crée donc des métastases, c'est-à-dire une division cellulaire incontrôlée. Et commençons donc par résoudre le problème à la base. Réduisons que la norme définisse des normes alimentaires et que nous ayons une organisation qui contrôle la sécurité sanitaire des aliments, de telle manière que tout ce qui est consommé obéisse à certaines normes, qui est très peu de sucre, très peu de sel. Et on vous dira toujours, le cancer du col de l'utérus, tout le monde sait qu'une mauvaise hygiène intime est l'une des causes les plus importantes de ce cancer-là. C'est ça. Donc réglons le problème de l'hygiène d'abord, ensuite on va voir le reste. Et dans ce pays, moi je dis toujours, quand vous avez un problème, c'est une opportunité. D'accord, le ministre met sur la table le problème du cancer du col de l'utérus. Très bien. 35 milliards environ vont être dépassés. Ou si on prend les prix de déploiement, peut-être 40. Mais c'est une opportunité. L'opportunité de dire on a un problème avec la gestion de l'intimité de nos femmes. On va donc créer une usine qui fabrique les serviettes hygiéniques, puisqu'on a du coton, et que la filature qui est là-bas à Garoua ne fonctionne presque plus faute de demande de l'usine qui fabriquait les pains ici. Donc on relance ça. Et on fabrique cette usine. Deuxième chose, les gens qui veulent fabriquer, comme le vaccin est controversé, on donne un peu d'argent à nos chercheurs qui sont dans les facultés de médecine, dans les facultés de sciences, en biologie. Ils font de la recherche, ils essaient d'évaluer toute cette affaire. Vous voyez que grâce à ça, ça devient une opportunité industrielle, une opportunité scientifique, mais également ça devient une opportunité économique, in fine, parce que c'est ça qui fait qu'on a un effet d'entraînement sur le secteur le secteur textile, sur le secteur de la recherche scientifique, sur le secteur de la logistique, puisqu'il faudra distribuer tout ça. Je crois que c'est ce que nous devrions faire. Les coûts que vous avez soulevés là, que vous avez indiqués là, sont tellement élevés que nous ne devons plus continuer à simplement aller comme ça droit, foncer dans les murs. Et je voudrais finir par là. Je reviens sur les questions de sécurité nationale. La sécurité nationale, ce n'est pas seulement les militaires. Les militaires sont un des aspects de la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est d'abord, prioritairement d'ailleurs, la santé de la population. Parce que si votre population n'est pas en santé, mais elle ne fera rien, elle ne produit rien. Elle ne produit pas si tout le monde est malade. Vos militaires, vous allez faire la guerre avec les militaires malades. Vous allez protéger le pays des militaires malades. Donc, c'est l'une des composantes essentielles de la sécurité nationale, c'est la santé. Et en matière de santé, nous devons nous assurer que certains produits soient absolument, nécessairement, uniquement produits, soit chez nous, au niveau national, soit au niveau sous-régional, avec un contrôle strict de nos propres scientifiques, et de nos propres employés. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez vacciner des gens, vous n'avez aucune assurance qui couvre ces choses-là. Si vous vaccinez les jeunes femmes aujourd'hui du cancer du col de l'utérus, mais il y a des effets secondaires comme cela, qui va couvrir ça? Qui va s'assurer qu'une fille ici au Cameroun, qui a des plaies partout sur le corps qui sont inguérissables, qui va payer pour ça? Vous avez dépensé 35 000 pour la vacciner. Mais les plaies là, les migraines là,
Ça va coûter des dizaines de millions si on calcule le coût des soins toute sa vie. Qui va payer ça? Qui va payer? Donc le pauvre parent qui lui n'a rien demandé, c'est lui qui va payer parce que vous n'avez pas pris la peine d'abord d'appliquer le principe de précaution et de vous assurer que cette affaire-là marche ou ne marche pas. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans l'organisation de notre État. Je ne cesse de dire que notre État est très mal organisé et il est très mal organisé parce que ce qui est au cœur de l'État, ce n'est pas nécessairement le bonheur des Camerounais. Parce qu'une communauté, une société n'existe que pour le bonheur de ses membres. Et l'un des éléments du bonheur, c'est la bonne santé. C'est bien de vouloir vacciner les jeunes femmes, mais ne les traumatisez pas. Et posez-vous la question de savoir, est-ce que cette proportion de cancer du col de l'utérus qu'il y a dans la génération actuelle, est-ce qu'elle existait il y a 100 ans? Est-ce qu'elle existait il y a 70 ans, 50 ans? Si ça n'existait pas, quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'existait pas? Et quelles sont les raisons pour lesquelles ça existe aujourd'hui? Vous n'allez pas suivre tout le temps, comme des aveugles, les gens qui viennent d'ailleurs vous vendre leurs produits. D'abord, vous savez même que les produits là, il est fabriqué. Pourquoi est-ce qu'ils ont développé ces produits chez eux? Un produit, un bien, un service dans une société, tout comme une loi, c'est la réponse à un besoin qui s'oppose à cette société-là. Est-ce que les gens qui ont fait le garde d'asile, les questions qu'ils ont répondu, auxquelles ils ont répondu à travers ce garde d'asile sont les questions que nous nous posons? C'est la grande interrogation, justement. Albert Anatole a ici, jusqu'à peu le contraire, le ministère camerounais de la Santé publique ne dit pas justement aux Camerounais, à partir d'ailleurs d'une communication, si ce n'est le garde d'asile ou alors le Cervarix, qui sera utilisé justement sur ces jeunes filles de 9 à 14 ans. Tout à l'heure, j'ai relevé cela. C'est-à-dire que, en fait, c'est une ambiguïté volontaire. C'est une ambiguïté volontaire parce que j'ai évoqué la problématique de l'absence d'information. Vous ne pouvez pas engager une campagne de vaccination élargie sans informer véritablement la population qui en est la principale bénéficiaire. La population doit être au courant et au fait de toutes les composantes du processus de vaccination, que ce soit du vaccin et le déroulement de la campagne. Cela n'est pas fait. Ceci étant dit, je constate malheureusement que nous demeurons dans une société de consommation et de production. Parce que tout compte fait, tout à l'heure, il en parlait, évoquait la question de la recherche. Mais nous avons des gars qui ont des résultats de recherche, qui doivent dans les tiroirs, qui ne sont pas financés. Moi, j'en connais. Qui ne sont pas financés, mais on ne peut pas leur donner des financements pour des raisons subjectives. Mais on est prêt à dépenser quand même 35 milliards de francs. Parce que justement, ça permet à certains de s'octroyer de gros marchés, des gros contrats. C'est ça qu'il s'agit. Je ne suis même pas certain que ça va se limiter à 40 milliards, comme vous avez évoqué. Ça sera puisque ça va entre 2 mois et 6 mois. Puisque derrière chaque pharmacien ou une pharmacie, une ancienne pharmaceutique, il y a un lobby derrière. Nous savons. Nous avons un problème, des problèmes d'éthique qui ont été relevés tout à l'heure par Yam, les problèmes d'éthique sanitaire d'abord, les problèmes de gouvernance. Ça revient toujours, les problèmes de politique sanitaire. Tout à l'heure, j'ai également relevé dans ma première prise de parole que la plupart des médicaments qui viennent sur le continent africain, 80% sont faux. Même en officine, c'est-à-dire que quelquefois, vous allez en officine, vous croyez qu'en prenant un médicament, peut-être sauf de spécialité, mais la plupart, en tout cas, même des spécialités, quelquefois, sont des copies qui sont fausses. C'est important de le préciser. Donc, je pense que derrière dans cette affaire-là, il y a du business. Comme ça se passe avec le Covid, actuellement. Il y a un grand business derrière. Le business sanitaire. Parce que pour moi, dans un contexte de crise sanitaire, notamment lié au Covid-19, je ne vois pas l'opportunité d'une telle chose. Ça, c'est mon point de vue en tant que parent. Moi, je ne vois pas l'opportunité. Je pense qu'il faut commencer là-bas à attirer l'attention des parents, éduquer, ne démissionnez pas de vos responsabilités de parents. Éduquez vos enfants. La plupart, je suis au regret de constater que même certains parents ne connaissent même pas l'éducation sexuelle. Encore moins l'éducation alimentaire. C'est-à-dire pour qu'on puisse savoir quel type d'aliments. Beaucoup pensent qu'il faut avoir 5000 francs pour bien manger. Non. Tout à l'heure, j'ai indiqué qu'à l'époque de nos parents,
ils consommaient du sucre, mais c'était pas le sucre de synthèse, c'était le sucre naturel. Naturel, justement, dû aux fruits, avec des fruits. Oui, c'est-à-dire que chez moi, en bon automne, quand on prépare le poème, quand ma maman prépare le poème bien encore, on met le plantain qui a beaucoup mûri, la banane qui a beaucoup mûri, c'est sucré, mais c'est pas le sucre de synthèse. Bien sûr. Vous choisissez les bonnes noix, ça se cultive chez vous, en l'enseignement maritime, avec beaucoup de pubs là, c'est sucré, ça va vous faire un bon plat de légumes. Un bon plat de légumes. Donc vous mangez bien dans l'alimentation, votre alimentation constitue déjà votre médicament, parce que c'est ce que vous mangez qui constitue d'abord votre premier médicament. C'est important de le dire. Et non ces produits synthétiques qu'on nous avalons, qu'on injecte dans notre corps. Donc je crois que dans un contexte de pandémie, Covid-19, c'est une campagne inopportune. C'est une campagne inopportune dans un contexte où l'État est obligé de s'endetter pour financer des projets, pour payer les fonctionnaires, c'est inopportune. Ça, c'est important de le préciser. Je pense qu'il y a mieux. Tout à l'heure, j'ai évoqué dans mon coup de gueule les problèmes de détournement dans le plan triennal spécial jeune. Je crois que cet argent devrait servir justement à régler cette question, c'est-à-dire l'autonomie économique. Pour qu'on sorte de la société, de la dépendance économique, de la dépendance de consommation. C'est quoi cette histoire où il faut tout acheter? C'est-à-dire que même si tout ce qui concerne notre alimentation, ça vient de l'extérieur, à plus de 70%. Notre santé, ça vient de l'extérieur, à pratiquement 80% ou à 100%. Parce qu'il y a une usine, c'est vrai que c'était un éléphant blanc, c'est une femme qui avait été inaugurée à Grande Pompe, du côté à Makepe. Mais l'État devrait récupérer ce projet qui était porté par un homme d'affaires. Il fallait que l'État... C'est une infrastructure. Voilà, du moins les infrastructures. L'État devait récupérer cet investissement et véritablement répondre aux besoins sanitaires de la population, de sa population. Mais voilà un investissement qui est en train de tomber en ruine. Donc, je pense qu'il faut... Nous avons un problème de planification dans ce pays. Et tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes de planification, nous allons partir de concepts en modèle, en faux modèle, tout ça. Et, bon, bref, d'échec en échec. Mais monsieur Aïssé, j'aimerais même vous dire un mot. Allons-y. La fameuse usine que vous évoquez, mais cette usine fabriquait pour beaucoup, en partie, enfin, une de ses grosses productions, c'était des produits antipaludéens. Tout à fait. Or, l'année dernière, le paludisme a tué 11 000 personnes dans ce pays. Ça représentait 50% des hospitalisations. 50% des hospitalisations. 49% des consultations. Oui. Il faut quand même qu'on sache où on va. Mais tout à fait. C'est-à-dire que voilà un investissement, comme je disais, qui a été porté par un opérateur privé. Oui. Un Camerounais. C'était avant pour ne pas le nommer. Maintenant, dans le processus de la mise en œuvre administrative, opérationnelle de cette entreprise, il y a eu des quoi? L'État devait récupérer cet investissement. Pour ne pas perdre, je crois, l'investissement. C'est important. C'est quoi cette histoire? Donc, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, on va de perte en perte. D'échec en échec. Nous avons besoin de raconter d'autres histoires dans notre pays. Nous avons besoin de raconter des histoires de succès. Nous avons besoin de raconter à nos enfants des histoires de réussite. Nous avons besoin de raconter à nos enfants des histoires qui portent de l'espoir. Il faut que nous cessions tout le temps de dire on aurait pu, on aurait dit, il faudrait vraiment. Mais quand même, comment on va faire rêver nos enfants? Comment nous allons donner à nos enfants la volonté de devenir Einstein? Comment nous allons donner à nos enfants la volonté d'aller conquérir la Lune? Vous savez ce que je demande à mes filles pendant ces vacances-ci? De me concevoir la fusée qui va m'amener sur la Lune. Elles vont se débrouiller. Elles ont 9 et 3 ans. Elles vont se débrouiller. Je leur ai dit, votre mission pendant ces vacances, c'est de me concevoir la fusée qui va m'amener à la Lune. Moi, je vais y aller à la Lune. Nous devons faire rêver nos enfants. Nous devons leur donner de l'espoir. Nous devons arrêter de les traumatiser. Nous ne pouvons pas venir tout le temps à la télévision raconter les histoires d'échecs. De dire tout le temps, on ne peut même pas fabriquer des pains. Mais voilà une réorganisation propice de SICAM. Que SICAM produise des serviettes hygiéniques, puisque c'est eux qui utilisent le coton. Là, au moins, ils ne diront pas qu'il n'y a pas de marché. Même si je ne comprends pas comment une usine fait maintenant quand on a 40 millions de personnes à habiller. Mais là, au moins, on aura 20 millions de femmes
tous les mois qui ont besoin de serviettes hygiéniques. Donc, il y a un marché vrai qui est là. Et l'État s'assure que sur la base de barrières non tarifaires qui sont purement normatives, tout ce qui n'obéit pas, n'utilise pas de coton, n'obéit pas à la satisfaction de Mme Douala, ne passe pas. Parce que les seules personnes qui devront tester ces serviettes-là, ce n'est pas les experts, c'est les femmes. Et c'est la femme qui vend au marché là, dont elle passe. Quel marché? Marché Bonamoussadi. Qui vend au marché de Bonamoussadi. La femme qui fait le qui braise le maïs au marché de Mokola Yaoundé. C'est la femme qui est là-bas à Bachenga, qui va au champ le matin. C'est elles qui vont tester ça et dire on est satisfait ou pas. C'est pas une histoire d'experts. Avant d'y arriver même pour la fabrication des serviettes hygiéniques, lorsqu'il y a la route, le développement suit. Nous avons un problème dans ce pays, ce problème de se déplacer. On n'arrive pas à manger bio. Pourquoi? Parce que l'arrière-plan n'a pas de route pour venir alimenter la ville. L'arrière-plan n'a pas de route. Si on avait de route, parce que les légumes aujourd'hui coûtent cher au marché. Même là où il y a le rail, Madame Douala, même là où il y a le rail pour transporter à moins de coût et moins cher. Nous n'avons pas la possibilité de bien manger. Pourtant, nous avons une terre qui est riche. Très fertile d'ailleurs. Nous avons une terre très fertile. Et des populations dynamiques. Et des populations dynamiques, comme vous me prêtez la parole. Donc, je ne vois pas pourquoi les maladies comme le cancer devaient exister dans ce pays. Parce que Dieu nous a bénis avec une terre fertile. Moi, je pense que le gouvernement gagnerait à faire en sorte qu'il y ait des routes. Parce que quand il y a la route, la nourriture aussi circule. Quand il n'y a pas la route, la nourriture ne circule pas. On est obligé de manger le riz et les spaghettis, les choses importées que les Blancs nous apportent pour nous intoxiquer avec le sucre, avec accès de cholestérol qui nous rendent malades. Moi, mes parents sont morts à l'âge de 85, 87 ans. Ils n'ont pas eu ces maladies. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au village, ils mangeaient bio, ils mangeaient les légumes, ils mangeaient les maniocs, ils mangeaient tout ce qui était naturel. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aïdjo, quand il existait encore, moi, à l'âge de 9 ans, il y avait des usines de fabrication des habits. Pendant la fête de Noël, nous, on allait seulement dans les usines, on nous prenait des mesures pour nous confectionner les habits. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qu'on porte. Ce sont, je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Je n'arrive même pas à comprendre là où on va. On va où? On veut un pays où on peut consommer nos propres produits. On veut un pays qui est soucieux de sa population. On veut un pays qui respecte l'éthique, qui a besoin d'une population saine. La population camerounaise est malade. Nous ne sommes que des malades ambulants. Vous avez vu le monsieur qu'on a tapé à finesse. Peut-être qu'il était malade, il avait une maladie sur lui. Lorsqu'on lui a donné un seul coup, il est tombé. Vraiment, qu'on essaye de valoriser ce que nous faisons ici. Arrêtez de nous importer des choses. Arrêtez d'importer le spaghetti. Arrêtez d'importer le riz. Nous avons le macabo. Quand tu consommes le macabo, tu n'es pas exposé au cancer. Quand tu consommes le plantain, tu n'es pas exposé au cancer. Mais lorsque tu consommes le riz, le spaghetti, parce que c'est ce qui est en ville. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Comment est-ce que tu ne seras pas malade? Vraiment, arrêtez de nous déranger. Vous avez la possibilité d'acheter même la tomate de 5 tomates à 1000 francs. Moi, une pauvre Camerounaise, je ne peux pas acheter 5 tomates à 1000 francs. Je serai obligée d'aller acheter les tomates en boîte qui vont aussi me rendre malade. Toutes ces choses fermentées sont à l'origine des cancers au Cameroun en ce moment. Vraiment, laissez les Camerounais vivre normalement et que nos ressources ne partent plus en France. Parce que c'est la France qui nous crée tous ces problèmes. Ils n'arrêtent pas de puiser notre argent pour empêcher à l'État de se déployer normalement. Que l'État camerounais mette les moyens des Camerounais à la disposition des Camerounais pour nous éviter des maladies. Le vaccin contre le col de l'utérus, je ne peux pas dire que le vaccin est une mauvaise chose, mais en même temps, il est aussi une bonne chose. Mais qu'on essaye de voir, de vérifier si il est en bonne et due forme, s'il ne va pas créer d'autres conséquences sur le corps de la femme. Mais avant d'y arriver, pensez à arranger les routes pour que les nourritures qui nous aident à ne pas avoir ces maladies soient à la disposition du plus petit Camerounais.
Alors, Anatole, ici, quelques jours avant le début des activités, d'après le ministre camerounais de la Santé publique, les messages seront diffusés dans les écoles et les ménages en communauté, à travers, il faut le dire, les enseignants ainsi que les mobilisateurs sociaux. Pourquoi seulement attendre le moment de la campagne pour le dire quand on n'est pas très sûr justement de ce vaccin et justement on ne sait pas qui va indemniser les parents qui à un moment donné, il faut le dire, si jamais il y a des effets secondaires, comme on a vu d'ailleurs dans cette vidéo en début de cette édition. Oui. Avant d'y arriver, je voudrais également indiquer dans le cadre justement des causes du cancer. Oui. Je profite de cette tribune pour indiquer que nous avons beaucoup de sociétés, du moins ceux qui sont dans l'industrie métallurgique, qui polluent l'environnement sans aucun respect du code, je le dis, de la loi portant protection de l'environnement, j'allais dire. Et vous avez des cimenteries à profusion dans la République qui produit un produit cancérigène, je crois que c'est le bromate. Ça aussi, c'est un problème. Et nous avons tout un ministère chargé de la protection de l'environnement, de la nature et du développement durable. Il faut que ce ministère fasse son job. Parce que nous sommes ici pratiquement dans une zone industrielle. Si vous faites un tour, justement, pas très loin de l'ancienne Sachérie, vous allez voir ce que vous allez voir. Maintenant, alors, pour revenir à votre question, je l'ai indiqué tantôt que, en soi-même, cette campagne de vaccination n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que le gouvernement, notamment le ministère de la Santé publique, donne toutes les informations nécessaires à la population. Et c'est pas la chose la mieux partagée. Parce que lorsque vous lisez ce communiqué, il y a beaucoup d'ambiguïté. On a le sentiment qu'il y a des sous-entendus. Il y a des choses qui ne sont pas dites aux populations. J'ai regardé un élément dans une télévision hexagonale concernant un produit, où vous avez des experts qui vous parlent de la composition d'un produit qui est supposé atténuer les effets indésirables de la chloroquine de monsieur, du professeur Raoul, et de l'azithromycine. C'est-à-dire, on vous donne toutes les composantes chimiques. Oui, oui. Maintenant, vous avez donc les gens qui vous disent que oui, ils sont honnêtes, ils vous disent que bon, oui, ça peut avoir des effets indésirables pour certaines personnes, parce qu'il y aura tel effet indésirable, ça va traiter ceci, mais il y aura cela. Aujourd'hui, il y a une crise sociale du côté de la Réunion, l'île de la Réunion, relativement à un produit qui a été utilisé là-bas dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ça pose un problème. C'est-à-dire que vous avez certains malades qui tombent dans les vapes, d'autres qui ont effectivement les effets indésirables que nous avons vus tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous savez que l'île de la Réunion, ce sont les Noirs pour la plupart. Oui, ce sont les Noirs, totalement. Comme Mayotte, comme la Guadeloupe. Je pense que le gouvernement camerounais devrait s'entourer des experts, oui, des scientifiques, des spécialistes de santé, dans le cadre d'un comité scientifique, pour justement qu'on fait une contre-expertise justement de ces produits-là. Produits qui viennent de l'étranger, hein. Justement, parce que oui, tout à l'heure, je vous parlais, certainement ça vous a fait rire, quand je parle tout à l'heure des tests qui nous sont venus de Chine, et qui, pour certains, lorsqu'on les a utilisés contre les chèvres, la chèvre était positive au Covid-19. Lorsqu'on les a utilisés sur la papaye a été testé positive au Covid-19. Mais ça vous fait rire, mais c'est sérieux. Bon, ça veut dire qu'il doit avoir un comité scientifique constitué d'experts pour contrôler justement, pour faire une contre-expertise de ces produits, non pas les prendre par échantillon, non pas les prendre comme ça dans un conteneur, ça se retrouve dans un entrepôt et puis on les sort de là, ça se retrouve parmi la population. Il y a un problème. Et en plus, oui, il faut que je ne sors pas là. Et je m'inscris franchement, je souscris à ce que Yam disait tantôt. On ne peut pas être une société de consommation permanente. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur, ça se retrouve sur notre marché
sans aucun contrôle, sans aucun contrôle de conformité ou de normes. C'est surtout dans les marchés, que ce soit les produits alimentaires, que ce soit les produits d'autres consommants médicaux, il n'y a aucun contrôle de conformité. Et puis, finalement, on se retrouve dans les... Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des enfants de 9 ans, 14 ans qui sont obèses. Est-ce que c'est normal? Ça encore, c'est une autre question, c'est l'obésité également, une autre cause des cancers, ça également. Messieurs, plus que 3 minutes pour sortir de cette édition. Comme on aime souvent terminer cette édition, Dr Yam, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, il est simple à mon avis. Il faut suspendre cette campagne, appliquer le principe de précaution, utiliser les ressources qui ont déjà été dégagées, puisque là je comprends bien qu'on a 40 milliards. Oui, 40 milliards déjà là. 35 milliards pour un vaccin. Officiellement peut-être. Officiellement. Oui, en fait, ça c'est pour le vaccin, officiellement. Construire, relancer, reprendre le site de SICAM et nous construire une usine qui fabrique des serviettes hygiéniques en coton. Vous l'avez déjà dit. Et deuxième chose, s'assurer désormais, payer, mettre en place un programme sur 1 an ou 2 de contre-expertise par nos chercheurs scientifiques sur la question du cancer du col de l'utérus et demander définitivement à tous ceux qui nous vendent les médicaments, certains types de médicaments qui ont un impact à long terme sur la santé de nos populations, à être produits localement, qu'on en connaisse exactement la composition et que nous puissions à tout moment pouvoir évaluer et que la communication du gouvernement s'améliore. On ne demande pas à des parents de faire vacciner leurs enfants sans leur dire de quoi il s'agit. Pourquoi vous les vaccinez? Sur la base de quelle étude? Quelles sont les données dont vous disposez? Vous leur donnez quel produit? Le produit contient quoi? Quels sont les risques de ces produits? Et je vais terminer par une phrase. Le jour où vous demanderez au laboratoire pharmaceutique de payer une assurance sur les effets secondaires de leurs produits, ces gens feront plus attention. Tout à fait. Madame Douala, votre mot de fin et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je pense qu'on gagnerait à améliorer le plateau technique sanitaire que de se baser sur des vaccins moi je peux dire, qui ne servent à rien maintenant. Ce n'est pas la priorité. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons des malades atteints de l'insuffisance rénale qui manquent de soutien. Je pense que c'est de soutien surtout, d'appareils justement pour être soignés. On le voit d'ailleurs tous les jours à l'hôpital général de Douala. Donc je pense que tout ça c'est toujours de sucre et de l'alcool. On gagnerait vraiment à soutenir le plateau technique, à améliorer le plateau technique. Il y a déjà des malades qui sont atteints du cancer, qui n'ont déjà pas qui n'ont pas des produits adéquats et qui n'ont pas de médecins. On gagnerait aussi à former autant de gynécologues et que vraiment le dépistage du cancer du col de l'utérus soit systématique pour toutes les femmes dans les hôpitaux et gratuitement. Et gratuitement. Albert Anatola, ici vous avez le mot de fin. Oui, merci de cet honneur. Non, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le gouvernement doit signer à chaque parent une lettre d'engagement aux effets indésirables de ce vaccin. C'est-à-dire en cas... Oui, parce que nous connaissons les générations de jeunes qui sont restés soit handicapés du fait du vaccin contre la polio. On a également vu le Kilimax à une certaine époque voilà. qui a paralysé d'ailleurs de jeunes gens. Hein. Oui, on en connaît d'ailleurs plein. Oui, pour que ça serve moins de garantie. Afin que les parents acceptent d'aller à leur affaire, qui, comme il l'indiquait tantôt, n'a pas de communication appropriée au préalable. La seconde chose, là je m'adresse aux parents qui ont le droit d'interdire à leurs enfants, si d'aventure il y a une ambiguïté qui persiste, de prendre ce vaccin. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'avoir été là ce matin pour cette première édition de DBS Matin. Merci à Madame Marie Douala Queen qui était également là ce matin. Merci. Dr Yam, je vous dis également merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas à toute l'équipe technique d'avoir été là ce matin pour cette première édition de la semaine de DBS Matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition, s'il plaît à Dieu. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.